Les élections législatives sont pour très bientôt et déjà la mission d'observation électorale de l'Union européenne déploie les équipes sur le terrain. Ici à Bamako, à 2 jours de la fin de la révision des listes électorales, notre équipe de reportage a fait le tour de quelques centres. La chronique santé du jour parle de la maladie hémorroïdaire, une pathologie dont souffrait un adulte sur 3. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Sachez tout d'abord que le président de la République est depuis cet après-midi à Kigali où il a reçu en audience son homologue rwandais Paul Kagame. Les deux présidents ont abordé les questions relatives au développement du continent et passé en revue la coopération bilatérale. Les deux chefs d'État devront faire des allocutions demain mardi au cours de leur sommet consacré à l'avenir des TIC en Afrique. Voilà le président Ibrahim Boubacar Keïta à Kigali depuis cet après-midi où il s'est entretenu avec son homologue rwandais. Activité présidentielle toujours, le président Ibrahim Boubacar Keïta était la semaine dernière à Dakar. Sur place, il avait rencontré la communauté malienne, une rencontre au cours de laquelle le chef de l'État a évoqué la situation à Kidal. Envoyé spéciaux d'Embawan, Kessira Emmanuel Dambélé. C'est une tradition que le président de la République a respectée en rencontrant la communauté malienne. À l'université Cheikh Anta Diop, Ibrahim Boubacar Keïta a expliqué aux Maliens de Dakar certaines mesures prises par le gouvernement, mesures visant à restaurer la confiance entre l'État et les groupes armés. Pour le chef de l'État, il y a besoin d'un programme de développement accéléré des régions du nord du Mali, y compris Kidal. Kidal doit être équipé, Kidal a droit à l'eau courante, Kidal a droit à l'électricité, Kidal a droit à tout ce qui fait le confort de la vie au XXIe siècle. Et je ne le dis pas pour complaire à qui que ce soit, je le dis avec mon cœur d'homme. Quand j'ai débarqué à Kidal, j'étais choqué de voir les enfants kidalois dans l'état où je les ai trouvés. Ce sont mes enfants, ce sont mes petits-enfants, ce sont les enfants du Mali. Donc nous nous honorons beaucoup à mettre d'urgence en place un programme de développement accéléré des régions du Nord, singulièrement de Kidal. Ça, je le dis. Mais en même temps, j'ai dit attention à tous ces oiseaux de mauvaise augure, à tous ceux-là qui vous suffisent d'aller à l'indépendance ou à l'autonomie. Il n'en sera pas question tant que j'aurai un souffle de vie. Je l'ai dit aux Nations Unies. Je l'ai dit à Hollande. Je l'ai dit à la CEDEAO. Je l'ai dit à l'aménagement. Il y a des limites. Je les fixe. C'est moi qui les fixe aujourd'hui. C'est moi qui les fixe aujourd'hui au nom de mon peuple. Mais pour le moment, la situation à Kidal est inadmissible et insupportable. Dans la capitale de la DRA des Iforas, où le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a fait un tour, le gouverneur de la région et les préfets n'ont pas le minimum de confort. Alors que les groupes armés occupent le gouvernorat, ils utilisent la station régionale de l'Ouattem pour diffuser des messages de haine. Notre combat sera unité. Je vous le disais en titre, la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali était ce matin face à la presse. Au cours de cette rencontre, les responsables de la mission ont partagé avec les hommes de médias les stratégies de mise en route et de déploiement des 20 observateurs de l'Union. Compte rendu, Nando Dambélé. Invité par le gouvernement malien le 30 septembre 2013, l'Union européenne est plus que jamais déterminée à accompagner le Mali et à partager avec lui cette nouvelle étape cruciale du processus de restauration démocratique. Pour l'élection présidentielle, elle a envoyé sur place une mission d'observateurs forte de 100 membres issus de 14 nationalités plus la Norvège. Cette deuxième mission est identique à la première avec une petite différence près. Nous sommes plus ou moins les mêmes. Dans l'équipe cadre, nous sommes la plupart les mêmes qui étaient venus la fois antérieure. Et chez les observateurs, il y a la moitié qui sont des vétérans de la première mission. Et il y a encore l'autre moitié qui profite du privilège de venir connaître le Mali et travailler ici. Arrivés à Bamako le 24 octobre, les 20 observateurs à long terme ont subi un briefing et une formation de 3 jours sur les spécificités électorales, juridiques, politiques et médiatiques des élections législatives. Il y aura des observateurs de courte durée qui viendront plus tard.
auxquels se joignent des diplomates européens basés à Bamako, comme la fois antérieure. Vous connaissez déjà la mécanique. L'objectif de la mission est de promouvoir et de soutenir la démocratie. À ce titre, elle a pour mandat de présenter une évaluation précise, détaillée, impartiale et neutre du processus électoral, conformément au cadre juridique national et régional ainsi qu'aux obligations internationales signées par le Mali. Toujours dans la mouvance des législatives et à 2 jours de la fin de la révision des listes électorales pour les cas de transfert et de retrait des cartes Nina, pour les retardataires, l'affluence n'est plus la même dans les mairies. Elle semble connaître une évolution par rapport au premier jour. Notre équipe de reportage, dirigée par Moussa Fane, a visité certains centres de la capitale. Suivons les reportages. La révision des listes électorales avait débuté de façon bien timide dans les mairies. Mais à 2 jours de la fin des opérations, on constate une grande affluence. Nous avons visité quelques commissions de révision du district de Bamako. À la mairie de la commune 1, par exemple, à ce jour, la commission est à plus de 500 cas de transfert et 150 de retrait des cartes Nina sur les 30 000 restantes. Se déroule normalement. Les transferts prennent fin le 30 et nous acheminons les documents le 1er octobre. Bon, du début jusqu'à maintenant, on n'a enregistré aucun incident. Tout le monde vient et veut avoir sa carte en même temps. Or, nous sommes 3 agents à distribuer les cartes en commun au nombre de 30 000 cartes. Or, c'est quasiment impossible, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça se passe bien. On a eu à faire 555 transferts. Tout va bien, les gens viennent, mais ils n'ont pas assez d'informations. S'ils arrivent, on les informe. L'affluence varie d'une commune à une autre. En commune 3, la commission est à 780 cas de transfert et pendant qu'en commune 5, on enregistre plus de 1000 cas. Le transfert se déroule très bien au niveau de la commune 3. Et on a commencé le 1er octobre jusqu'à ce jour. Nous avons enregistré 780 cas de transfert, et 48 radiations et 20 réclamations. Et la distribution aussi continue sur son cours normal, aussi bien que le RAVEC. C'est aujourd'hui qu'on a eu une grande affluence. Sinon, c'était très timide. On ne recevait pratiquement personne. Donc nous incitons les gens à venir massivement, ne pas attendre la dernière minute. Ça va entraîner un engorgement au niveau de la commission et le travail sera très difficile en ce moment. De la commune 1 à la commune 5, en passant par la commune 3, les citoyens semblent attendre la dernière minute pour les transferts. J'ai quitté Kaï, la ville de Kaï, pour Bako-Djigoroni Golf. Et je dois aller voter au Sacré-Cœur sur ma propre demande. Il y a vraiment beaucoup d'agents qui sont là pour s'occuper du transfert. Je suis venu, je n'ai même pas fait 3 minutes et mon transfert a été vraiment effectif. Moi quand même, je demande aux uns et aux autres de venir maintenant à la mairie, s'informer pour pas maintenant faire leur transfert. Par ailleurs, au cours de notre passage, nous avons constaté que les RAVEC continuent dans les mairies. Changeons maintenant de sujet. La réunion d'évaluation provisoire de la situation alimentaire 2013-2014 s'est tenue ce matin. Durant 8 jours, les experts vont poser les diagnostics de l'évolution des différents indicateurs de la sécurité alimentaire ou nutritionnelle des communes du Mali avant les prochaines récoltes. Lamine Keïta. L'objectif de cet atelier est d'identifier à la fois les poches de crise alimentaire et les zones à grande production qui sont des indicateurs permettant aux décideurs politiques de prendre des mesures correctives. Au cours de cette semaine d'évaluation, les experts du système d'alerte précoce vont examiner les résultats provisoires des différents systèmes de production dans les domaines agricoles, de l'élevage et de la pêche. Selon les premières annonces, les perspectives de récolte sont globalement moyennes, voire bonnes par endroits dans le pays. Toutefois, les dernières missions de suivi et d'évaluation de la campagne courant de ce mois ont confirmé l'existence de poches de mauvaises récoltes, ça et là, dans le pays. La représentante du Programme alimentaire mondial au Mali a assuré que sa structure continuera de soutenir les actions du SAP, système d'alerte précoce. À la lumière des recommandations d'action du groupe national SAP, le PAM poursuivra et accentuera ses activités de soutien à certaines actions identifiées, notamment la distribution générale des vivres, les vivres contre travail, le blanket feeding, la résilience, l'alimentation scolaire d'urgence et les transferts de cash. De son côté, la FAO continuera à appuyer le gouvernement à travers des activités de restauration des facteurs de production
des populations vulnérables. Au cours de ces 8 jours de travaux, les experts du système d'alerte précoce, en fonction de l'analyse des résultats de la campagne agro-pastorale, de la pêche et de l'évolution des revenus monétaires et des prix, vont dire quelles sont les communes ou parties de communes qui connaissent ou qui sont susceptibles d'observer une crise alimentaire ou nutritionnelle avant les prochaines récoltes. Direction le nord de notre pays, les bateaux transportant les déplacés à destination de Gao sont arrivés à bon port. Initiée par le gouvernement malien et ses partenaires, cette opération dénommée Noé vise à favoriser le retour des déplacés vers leur localité d'origine. L'opération a coûté au gouvernement de la République du Mali 250 millions de francs CFA. Boubacar Bablé Touré. C'est pour soutenir le retour volontaire des personnes déplacées vers leur localité d'origine que le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge du Travail et des Affaires sociales et humanitaires, a initié cette opération dénommée Noé. Pour la mise en œuvre de celle-ci, les bateaux Kankou Moussa et Général Soumaré ont été mobilisés pour ce périple qui a permis à 150 déplacés volontaires de Gao de regagner leur famille. Le voyage, ça s'est bien passé. Ce qu'ils ont fait pour nous, on est vraiment contents. Au cours de ce déplacement, nous avons déposé des déplacés à Niafunke, à Diré, à Gourma-Rarouche, à Bamba et à Tombouctou. Le clou final, c'est à Gao. Par l'organisation de cette opération, l'État malien a voulu magnifier sa volonté d'accompagner ces populations déplacées afin que leur retour se passe dans la paix et dans la dignité. L'engagement du gouvernement à vous accompagner s'est traduit par, outre les moyens de déplacement, par la mise à votre disposition des vivres composés de 2,5 tonnes de riz, 2,5 tonnes de maïs, 19 bidons de 5 litres d'huile, 5 sacs de 50 kg de sucre et enfin 4 sacs de sel. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité, a coûté à l'État malien 250 millions de francs CFA. Cette initiative a eu l'accompagnement de l'UNICEF, du NCR et du commissariat aux réfugiés. Douanza a rendu hommage à ses héros. Eux, ce sont les membres du comité de crise qui ont bravé les armes des assaillants pour protéger la population. Envoyés spéciaux à Douanza, Aloussédi Touré, Abdraman Dokatravari. Douanza, une ville qui a souffert le martyre et qui renoue à présent avec la paix et la tranquillité. Tour à tour occupée par les bandits séparatistes et les prétendus djihadistes, la ville n'a dû son salut qu'à l'intervention de la force internationale. Les habitants se souviennent encore des exactions subies sur cette même place de l'indépendance. Entre les jeunes révoltés et les assaillants, un groupe de volontaires s'est illustré par son offre de médiation. On les appelle le comité de crise. On a vu que les choses allaient dépasser les limites. On s'est retrouvés avec tous les représentants des quartiers, les conseillers des quartiers au niveau du chef du village. On a mis en place une structure légère chargée de gérer ce problème-là. Leur intervention a été très déterminante dans la tenue des examens de la 9e année et du baccalauréat dans le cercle Douanza, car le cercle a composé en même temps que les régions du Sud. Personne n'a oublié les violences exercées sur la population et la destruction des biens de l'État et des particuliers. À travers cet exercice, Douanza décide de tourner définitivement cette page noire de notre histoire et décide de se tourner résolument vers l'avenir. Un avenir qui sera fondé sur la paix et la réconciliation. Alousséni Touré. Après Gao, direction Tombouctou, 425 millions de francs CFA. C'est l'enveloppe débloquée par le programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2 pour le financement d'une dizaine de projets dans la commune. Ces projets sont relatifs à l'artisanat, aux banques de céréales. Le lancement de ces activités permettra de booster l'économie locale. Yeya Tandina. C'est une mobilisation des grands jours. Pour cause, le Forum régional des organisations de la société civile a procédé au lancement des activités financées par le PAOS 2. Elles sont 7 associations et ONG à bénéficier de cette assistance. Nous tenons un engagement solennel que ces fonds seront gérés afin qu'ils puissent booster un démarrage effectif de nos activités
et au bénéfice de toute la région de Tombouctou. Le forum est aujourd'hui le plus grand espace de contact et d'action grâce à sa douzaine de groupes thématiques. Il a enfanté, grâce à l'aide de l'État et de ses partenaires, le PAOS 1 et le PAOS 2 que nous vivons aujourd'hui. Dans la région de Tombouctou, une vingtaine d'associations exécutent les programmes du PAOS 2 avec une enveloppe de 425 millions de francs CFA. Les autorités régionales s'en réjouissent. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques et financiers tels que le Canada, le Danemark, la Suisse, la Suède et l'Union européenne pour leur appui financier. Sur ce, je déclare lancer les activités du programme d'appui aux organisations de la société civile PAOS 2. L'objectif visé par le PAOS 2 est d'améliorer les programmes de développement du gouvernement afin qu'ils puissent répondre aux demandes des populations, notamment des groupes les plus défavorisés. Action de développement toujours, mais cette fois-ci dans la région de Ségou, 56 millions de francs CFA. C'est le coût total de la réalisation du projet d'aide humanitaire d'urgence initié par l'ONG Enda Tiers-Monde Mali en partenariat avec Caritas Allemagne. Ce projet va réaliser une piste rurale et une digue risicole dans la commune rurale de Touna, Fousséni Samake. Ce projet ainsi lancé dans la commune rurale de Tona concernera d'une part le remblayage de 8 km de pistes rurales en latérite allant de Tona à Zanela, d'autre part la construction d'une digue dans la plaine de Gouan autour d'un périmètre risicole de 50 hectares pour un coût de 56 millions de francs CFA. Ce projet d'aide humanitaire d'urgence dans la commune de Tona est initié par Enda Tiers-Monde Mali en partenariat avec Caritas Allemagne afin de contribuer à la sécurité alimentaire. L'argent qu'on a donné resterait bien entre la main de la communauté donc de Tona. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, les infrastructures qui sont réalisées, telles que la piste, donc la digue pour la riziculture, sont donc des infrastructures de développement donc pour la commune. En donnant les premiers coups de pelle de ces travaux, les responsables de Bla ont salué cette initiative. Ces travaux permettront non seulement de soulager les populations de la faim par l'obtention d'argent pour acheter les grains, mais aussi d'assurer une meilleure circulation des personnes et de leurs biens, une réduction notable de l'insécurité alimentaire par la riziculture dans la plaine qui sera aménagée. Aussi, je lance un appel pressant aux autorités et aux populations pour un entretien sans reproche de la piste et de la digue qui verront le jour. Ces 10 travaux mobilisent 1100 bras valides dans le cadre de travail pour argent. Le présent projet vise la réalisation des infrastructures communautaires et le renforcement des résiliences des populations en situation de précarité dans 5 communes de la région de Ségou. Nous sommes à Ségou et nous y restons. Là-bas, les acteurs du transport ont été formés et sensibilisés sur les textes et les modalités pratiques du contrôle routier. C'est ce qui ressort d'une rencontre qui a regroupé les représentants des transporteurs et les structures impliquées dans la sécurité routière et le contrôle routier de Ségou. Nous retrouvons Fousséni Samake. Cette mission, composée des représentants des différentes structures impliquées dans les transports, avait pour objectif l'information et la sensibilisation des acteurs du transport sur les tests communautaires et nationaux, mais aussi sur les modalités pratiques du contrôle routier. Les informations sur les résultats des pratiques anormales devront permettre aux transporteurs d'adopter de bonnes pratiques afin de diminuer les tracasseries sur la route. C'est de partager cet ensemble de dispositifs réglementaires, je dirais d'ailleurs c'est en termes de rappel et d'invitation des uns et des autres à se référer de plus en plus à ces textes qui, s'ils sont suivis, vont nous permettre de réduire les points de contrôle, de savoir qui doit contrôler quoi et en tout cas, de respecter là où on doit contrôler. Dans le temps normal, si on applique les textes, nous pouvons faire 3 à 4 rotations dans le mois. Et comme on dit en Bambara, on sait très bien aussi qu'il y a des transporteurs qui se comportent vraiment de façon, c'est-à-dire, qui n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Les responsables de Ségou apprécient ces échanges entre les acteurs du transport. Il est très important que tous les acteurs se retrouvent, échanger, afin que les choses se fassent dans les règles de l'art. Ce qui est demandé, c'est que des efforts soient faits de part et d'autre, aussi bien du côté de ceux qui contrôlent que du côté des usagers, des transporteurs, pour que vraiment les gens puissent mieux circuler.
Cette rencontre permettra de mettre au même niveau d'information les différents acteurs du transport afin de rendre plus performants et professionnels les transports qui occupent une place de choix dans l'économie malienne. Activité similaire à Mopti, une mission pluridisciplinaire du Comité national de facilitation des transports a rencontré les acteurs du contrôle routier sur le corridor inter-État de l'UEMOA et les services techniques de la région. Objectif, échanger avec les acteurs sur les textes réglementaires du contrôle routier en République du Mali. Reportage Mahamar Ibrahim Touré. La vulgarisation de la directive numéro 08-2005 CM-IMOA du 16 décembre 2005 relative à la réduction des points de contrôle sur les axes routiers inter-États de l'IMOA et la décision numéro 15-2005 CM-IMOA du 16 décembre 2005 portant modalité pratique d'application du plan régional de contrôle sur les axes routiers, les services habilités à intervenir et les missions des postes de sécurité sont entre autres les objectifs de la mission du Conseil national de facilitation des transports à Mopti. Nous recherchons à travers cette mission d'information et de sensibilisation que la fluidité de trafic soit une réalité sur nos axes. Nous pensons que cela peut être à travers une application des textes législatifs réglementaires qui traitent du sujet. L'IMOA a vraiment décidé de réduire ce poste de contrôle à 3. Cela, vraiment, nous le saluons parce que ça va faciliter le transport et notre rentabilité. Sur les 11 corridors inter-États, les contrôles s'appliquent aux véhicules citernes, les camions frigorifiques, les conteneurs et autres véhicules par les services de la police, la gendarmerie, les services sanitaires et la douane. On a travaillé tout au long du trajet en informant nos agents sur la méthode de contrôle et en les sensibilisant pour aller au sens du respect des textes communautaires. Pour renforcer les dispositions en cours, les autorités régionales de Mopti ont exhorté les leaders, les services techniques de la région de Mopti et les communicateurs à aider à la diffusion des textes relatifs au contrôle routier au Mali. Nous restons à Mopti, mais nous changeons de sujet. Le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo, vient de procéder à sa 4e et dernière distribution gratuite de produits alimentaires. Plus de 1034 ménages sont concernés par cette distribution. Reportage Aminata Touré. Cette 4e et dernière distribution gratuite de denrées alimentaires aux populations déplacées à Mopti par le projet d'appui et d'accompagnement des populations déplacées à Mopti, Padmo, porte sur 108 tonnes de riz, 14 tonnes de haricots et 4200 litres d'huile végétale. Elle sera au profit de 1034 ménages. Notre partenaire Handicap International a fait une présentation sur les mines et engins non explosés. Donc cette séance vraiment nous a permis de faire une sensibilisation de nos déplacés. Ensuite, de retour, c'est de s'attacher encore à la tâche de reconstruction, d'avoir de l'espoir, d'avoir encore de l'espérance pour ce pays qui est le nôtre. Pour le président du conseil de cercle de Mopti et le représentant du président du comité de pilotage du projet, les opérations de distribution de denrées alimentaires se sont déroulées avec une grande satisfaction. Ce projet qui a utilisé le maximum de transparence, il faut le dire, nous sommes tous témoins. En tant qu'élus, et les administrateurs également sont témoins. Les ONG sont témoins de cette transparence. Au cours de la cérémonie, le coordinateur a rappelé que des dispositions nécessaires, entre autres au rapatriement d'environ 1200 personnes volontaires, sont déjà en cours. La commande de kits scolaires pour 100 enfants recensés au niveau de l'espace Amis des enfants est livrée. La convention signée avec l'APDF pour la formation des femmes déplacées et familles d'accueil dans des activités génératrices de revenus est entrée en application depuis le 12 octobre. Un mot de santé, cérémonie de lancement de la consultation gratuite des yeux au centre de santé du cercle de Nioro. C'est une initiative de la Fondation malienne de l'entraide pour le développement. Du 26 octobre au 6 novembre 2013, 1000 patients seront consultés pour les problèmes liés aux yeux, dont 200 seront totalement pris en charge pour la cataracte. Lamine Keïta. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement lance ainsi sa première activité. 10 jours durant, 1000 patients souffrant des yeux
bénéficieront des largesses de la fondation, dont 200 personnes auront droit à une intervention chirurgicale gratuite. Dans le cadre de notre présence à Nioro, c'est des consultations ophtalmologiques et chirurgie gratuite de la cataracte. Les autorités locales ont salué l'initiative humanitaire de la fondation qui constitue une des valeurs cardinales de notre société. Nous les remercions vivement pour avoir mis en exergue cette valeur fondamentale, cardinale de notre société, l'entraide, la solidarité. C'est un grand plaisir et un bonheur pour moi en tant que préfet du cercle de Nioro de recevoir une telle fondation pour de telles activités humanitaires dans notre cercle aujourd'hui. Pour les organisateurs de cette œuvre humanitaire, le choix de Nioro n'est pas fortuit. On a choisi Nioro parce que nous, on a des conseils. C'est le même docteur qui est en train de nous conseiller pour dire que vraiment, les problèmes de yeux là, ça est partout au Mali. Mais Nioro et Nara, il faut choisir Nioro et Nara. Donc nous, on a vu que c'est bon de venir à Nioro. Après cette première activité, la Fondation compte mener d'autres réalisations telles la construction des salles de classe, des mosquées et des centres de santé. Fin le week-end dernier, dans la cité des Rails, des travaux de la 18e Convention nationale de la Jeune Chambre internationale Mali. Cette rencontre a regroupé plus de 400 jeunes venus de toutes les organisations locales du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, qui ont examiné le rapport d'activité du mandat 2013 de la DSI Mali, les difficultés rencontrées et les perspectives. Prestation du nouveau membre, l'intronisation du nouveau président national. Voilà les temps forts de cette cérémonie. Kai Mohamadi Alioubari. C'est la première région administrative du Mali, Kaï, la capitale du Kasso, qui a abrité cette 18e convention qui est la plus grande manifestation de la Jeune Chambre internationale du Mali. 3 jours durant, plus de 400 jeunes venus de l'intérieur du Mali, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire ont passé au peigne fin les rapports d'activité de la ZCI 2013, les difficultés rencontrées et les perspectives de l'organisation. Les jeunes se sont défoncés comme des soldats. Ils ont pu résister et faire parvenir à changer ces indicateurs au vert et redonner l'espoir que la convention était encore possible ici, s'il vous plaît, à Kaï. Je vous demanderai d'être cohérent par rapport aux orientations que nous ont laissées nos événements, de faire les points de la façon la plus responsable possible pour permettre à notre organisation de mieux se propulser pour l'avenir. Les autorités administratives et politiques ont salué les actes que la ZCI a posés dans le cadre de la sortie des crises sociopolitiques et sécuritaires que notre pays a traversées. Je peux témoigner de ce que j'ai vu ici, tout ce qui s'est fait ici. Et ça ne peut que nous donner plein d'espoir pour l'avenir. Nous avons suivi de près et avec une attention particulière l'ensemble des actions que vous avez menées. Il s'agit entre autres du projet de campagne « Je suis malien et j'y reste », le projet « Ma carte de vote est mon arme », et enfin, le projet déploiement des observateurs lors de l'élection présidentielle. Une visite guidée des stands de la ZCI et son sponsor officiel a été notre temps fort. La boucle a été bouclée par un dîner gala au cours duquel 7 nouveaux membres ont prêté serment. Et il a été marqué par l'intronisation du nouveau président national 2014, Didi Kouakou Diallo, qui a remercié les délégués pour la confiance qu'ils ont placée en lui. La capitale des Balanzans abritera la 19e convention. Nous restons avec les jeunes, mais à l'école, dans le cadre de la célébration du 23e anniversaire de l'Association des élèves et étudiants du Mali, AIM, le bureau de la coordination de l'association a organisé une conférence débat ce matin ici à Bamako. Le thème retenu est le rôle et la place de l'AIM dans la refondation du système éducatif malien. Moussa Fani. La coordination de l'AIM vient de célébrer ce dimanche son 23e anniversaire à travers une conférence débat. Le thème est le rôle et la place de l'AIM dans la refondation du système éducatif malien. À travers ce thème, l'AIM entend bannir la corruption et la violence dans les espaces scolaires et universitaires. Les membres même de l'AIM ont tendance à oublier le rôle et la place de l'AIM pour l'école malienne. Alors que nous sommes les premiers partenaires, nous devons jouer un grand rôle, prendre une grande place. Et aujourd'hui, si l'école malienne, si c'est un échec, c'est nous qui sommes les premiers perdants. Et si c'est une réussite, nous sommes les premiers gagnants. Nous voulons les informer sur ce qui se passe et quelle attitude il faut avoir pour que l'école malienne soit une école compétitive. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur a invité les élèves et étudiants à plus de cohésion pour l'intérêt de l'école malienne. Aux élèves et étudiants du Mali, nous leur demandons
qu'il s'associe à tous les projets de développement de l'éducation. Qu'aujourd'hui, que l'AIM doit aller vers l'excellence et que le département est prêt à les aider à apporter toute sa contribution. L'Association des élèves et étudiants du Mali a été créée en 1990 et elle œuvre pour la défense des intérêts des élèves et étudiants. Le ministre de la fonction publique a effectué ce matin une visite de prise de contact avec les personnels de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel, ainsi que du Centre national des concours de la fonction publique, deux structures relevantes de son département. Au terme de cette visite, le ministre Diarra a donné l'assurance de son entière disponibilité à être à l'écoute des agents du ministère, toutefois, toutes catégories confondues. En retour, il a insisté sur la qualité du travail à fournir aux usagers. Adieu 2013, au départ des pèlerins maliens de la Mecque, nos envoyés spéciaux ont recueilli les réactions de certains pèlerins par rapport à l'organisation. Ils sont interrogés par El Haj Niaza Koulibaly, Mohamed Niaza Koulibaly, Abdraman Keïta et Brahima Touré. Les personnes âgées doivent être assistées à partir de 70 ans déjà. C'est largement suffisant pour le pèlerinage. Sinon, au-delà de 70 ans, il faut que la personne soit assistée. Sinon, ça ne va pas. Il y a des vieilles qui sont là, qui n'ont même pas foutu le pied à la mosquée. Ils ne peuvent pas partir. Ils sont toujours malades, ils sont toujours couchés. Ici, cela n'est pas. Vraiment, moi, je ne vois pas la nécessité à ce que ces gens-là viennent. J'ai vraiment un conseil. Ce conseil, c'est que nous avons des personnes âgées parmi nous. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas facile de faire le pèlerinage actuellement quand on a une température qui varie entre 40 et 45 degrés. Les encadreurs ont beau faire, les encadreurs ne peuvent pas s'occuper des personnes âgées. Si on veut envoyer un parent d'un certain âge, faisons en sorte que quelqu'un de la famille accompagne ce monsieur pour éviter des désagréments. Le logement de la Mecque à la grande mosquée, c'est un peu loin. Les gens veulent aller chaque fois à la grande mosquée. Dans l'avenir, il faut voir ce côté et essayer de rapprocher au moins le logement à la grande mosquée. Une recommandation au niveau des autorités d'abord. Alors, il faut que les autorités, depuis le niveau Bamako, depuis le centre islamique, qu'on se dise qu'il ne suffit pas d'envoyer de l'argent à sa vieille maman, vient à la Mecque, alors qu'on sache que venir à la Mecque, être pèlerin, demande des sacrifices. C'est vivre un martyr, en réalité. Et les autorités aussi, qui laissent souvent, si je parle des autorités ici, je parle de la santé, qui laissent souvent passer des vieilles qui sont totalement impotentes, des vieux qui sont impotents, qui ne sont pas dans la mesure même de marcher correctement. Alors vraiment, on doit trouver des moyens. Voilà, nos confrères désormais Hadj ont regagné la maison de la radio. Une partie des braqueurs des guichets de Kafo-Djigné mise hors d'état de nuit. Les éléments de la 3e compagnie de la garde nationale de Sikasso ont appréhendé 3 éléments sur une bande de 6. C'était vendredi dans la commune rurale de Klela. Nous retrouvons le compte-rendu de Seko Konaté. Ces 3 hommes, Salih Sidibé, Alpha Sangaré et Yacouba Ouattara, font partie d'une bande de 6 bandits de grand chemin. Leur activité, le braquage à main armée des paisibles populations. Forts de leur expérience, ils s'attaqueront successivement aux caisses Kafo-Djigné de Kadjoulou, de Koutiala et de Kolandieba en enlevant plus de 56 millions de francs CFA. Leur dernière tentative, la représentation Kafo-Djigné de Klela. Les intéressés étaient obligés d'aller manifester leur intention ailleurs. C'est ainsi qu'ils ont été tendre une embuscade devant un chasseur avec qui ils ont échangé des coups de feu. Le chasseur échappé s'est rendu dans la commune pour informer le maire. Et Kafo-Djigné de saluer cette vigilance des éléments de la garde nationale. En attendant de mettre la main sur les 3 autres déjà dénoncés, Salih Sidibé, Alpha Sangaré et Yacouba Ouattara seront remis à la gendarmerie, puis présentés au juge pour les sanctions conformes à leurs actes.
La chronique du jour parle de la maladie hémorroïdaire, une pathologie connue aujourd'hui plus sous l'appellation d'hémorroïdes. Démangeaisons, saignements accompagnant ou suivant les selles, douleurs, irritations sont quelques signes de cette maladie dont souffrirait un adulte sur 3. Focus Santé, une réalisation de Kessira Emmanuel Dambélé. Les hémorroïdes en tant que tels sont des vaisseaux sanguins normaux existants chez tout individu depuis le stade embryonnaire. C'est pourquoi certains diront que tout le monde a des hémorroïdes. Mais quand cette formation vasculaire présente des symptômes de maladie, on parle de maladie hémorroïdaire, un terme plus approprié. La maladie hémorroïdaire est donc une dilatation des vaisseaux sanguins à l'intérieur du canal anal. Elle est favorisée par un faisceau de facteurs déclenchants. Les femmes, particulièrement chez les femmes, la période prémenstruelle, lors de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc, c'est des périodes qui sont des facteurs déclenchant la maladie hémorroïdaire, surtout chez les femmes enceintes. Donc, comme autre facteur déclenchant, il y a également la sédentarité. C'est des personnes qui ne bougent pas, qui sont tout le temps assis. Ça, c'est un facteur favorisant la maladie hémorroïdaire. À côté de la sédentarité, nous avons également une prédisposition familiale. Il a été établi que la maladie hémorroïdaire peut survenir dans une famille chez beaucoup de personnes. Il y a également certains sports qui peuvent être des facteurs favorisants, tels que le cyclisme, tels que l'équité, tels que l'haltérophilie, qui sont aussi des sports qui favorisent la survenue des maladies hémorroïdaires. Certaines causes de cette maladie sont liées au fonctionnement du système digestif, comme par exemple les diarrhées et la constipation, regroupées sous le vocable troubles du transit. Troubles du transit à type de constipation, troubles du transit à type d'évacuation, de difficulté d'évacuation des selles, et aussi la durée pour l'évacuation des selles, mais également la diarrhée, qui constituent des facteurs favorisant les hémorroïdes. Quand on prend la constipation, on est obligé de fournir un effort de poussée. Et comme nous l'avons défini, la maladie hémorroïdaire étant une maladie vasculaire, donc ça va faire en sorte que ces paquets qui existent naturellement chez tout individu vont se gorger de sang et augmentent de volume. Et à la faveur de la constipation, les selles dures au passage peuvent entraîner une effraction, d'où un des symptômes maîtres de la maladie hémorroïdaire qui sont les hémorragies, le saignement. En fonction de leur localisation, on distingue des hémorroïdes internes et des hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes sont en fait une maladie vasculaire qui survient au niveau de la marge anale. Donc déjà, à l'inspection, quand on regarde de façon externe, on peut retrouver un gonflement, une boule, au niveau de la marge anale. Et cette masse est remplie de sang, mais du sang coagulé. Par contre, les hémorroïdes internes ne se voient pas. Il faut pratiquer un examen anoscopique pour pouvoir aller les chercher, parce que c'est des dilatations vasculaires qui sont intracanalaires, à l'intérieur du canal anal. La prise en charge de la maladie hémorroïdaire dépend de sa localisation, mais elle commence par la régularisation du transit et peut aller jusqu'à l'intervention chirurgicale ou la ligature des vaisseaux sanguins malades, une pratique à laquelle certains tradithérapeutes se livrent avec tous les risques pour leurs patients. Le problème, c'est que les tradithérapeutes, ne maîtrisant pas l'anatomie du canal anal, vont souvent faire des ligatures au niveau des zones qui assurent la continence chez l'individu. Donc le fait de pouvoir se contenir et ne pas émettre les selles de façon involontaire. Et malheureusement, les tradithérapeutes font de la ligature au niveau du sphincter externe de l'anus qui joue un rôle de contention volontaire. C'est pour ça, malheureusement, nous rencontrons beaucoup de patients qui sont à des stades d'incontinence. Ils ne peuvent pas retenir leurs selles
Pas de statistiques sur la prévalence de cette maladie au Mali, mais on estime que dans le monde, 20 à 86% des personnes ont la maladie hémorroïdaire et dans 30% des cas de grossesse, les femmes développent la maladie qui est rare chez l'enfant. Je vous le disais en début du journal que le président de la République est depuis cet après-midi à Kigali, dans la capitale rwandaise. Ibrahim Boubacar Keïta prendra part au sommet dédié à l'avenir des TIC en Afrique. Déjà, le sommet édition 2013 des TIC en Afrique s'est ouvert ce matin avec la conférence des ministres sous le thème « Transformer l'Afrique ». La rencontre vise à définir un nouvel ordre du jour en vue de relever les défis du développement par le biais des TIC. Envoyé spécial à Kigali, Soumaïla Berté. 7 chefs d'État, dont le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, prennent part à ce sommet. Pour sa part, le Mali n'est pas demeuré en reste de ces progrès notables enregistrés en Afrique dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Depuis 2007, notre pays a lancé les grands chantiers de réalisation d'infrastructures. Ce sommet doit nous aider à partager les bonnes pratiques dans le domaine et à s'inspirer des pays qui ont pris une avance sur nous, par exemple au Mali. Et juste pour votre information, au niveau du Mali, nous avons des projets de réalisation d'infrastructures. Nous avons un grand pays. Nous avons un projet sur financement chinois qui doit réaliser la fibre optique sur l'ensemble du territoire. À l'heure actuelle, nous avons pratiquement gagné le pari. N'eût été la crise du Nord, le tronçon concernant la partie nord du pays aurait été réalisé. Et nous avons aussi un second projet sur financement coréen qui doit réaliser les applications sur le plan gouvernemental. Cette journée du lundi a été consacrée à la réunion des ministres et aux communications des experts venus de divers horizons. Mardi, la conférence des chefs d'État interviendra devant marquer le clou des travaux de cette 2e édition du sommet consacré au développement des TIC en Afrique. Voilà, vous pourrez suivre après ce journal l'intégralité du discours du président de la République prononcé à Dakar à l'université Cheikh Anta Diop devant nos compatriotes. Donc, à retrouver l'intervention du président de la République après ce journal. Sport football, 6e édition du tournoi EMOA Abidjan. Le Mali a battu cet après-midi la Côte d'Ivoire sur le score de 1-0. Les Aigles du Mali se relancent du coup dans ce groupe pour occuper seule la première place qualitative à la finale. Ousmane Daou. Après le nul 0-0 de la première journée contre le Burkina Faso, le Mali est face à la Côte d'Ivoire victorieuse du Togo 2-1. Au coup d'envoi, 3 changements dans l'équipe malienne par rapport à la journée inaugurale pour booster davantage le jeu de l'équipe. Malgré tout, la formation malienne est bousculée par son adversaire qui contrôle la partie et se multiplie des occasions de but. Derrière, quelques réactions timides des protégés de Djibril Dramé qui s'essayent par des tirs de loin, n'ayant pas le collectif. Mi-temps 0-0. Dans cette première mi-temps, la Côte d'Ivoire a été jouée face à une équipe malienne beaucoup plus défensive et procédant par contre. Remontés certainement par le discours de leur entraîneur, les jeunes Maliens reviennent en seconde période avec de nouvelles dispositions. Le jeu est beaucoup plus fluide, les actions mieux élaborées, ce qui perturbe les Ivoiriens qui sont acculés dans leur camp. À force de dominer, le Mali finit par marquer à la 76e minute grâce à un jeu en triangle amorcé par Abdoulaye Sissoko et conclu par Ibrahima Sidibé d'un tir puissant du pied droit. 1-0. Derrière, la Côte d'Ivoire va multiplier les assauts, mais le Mali tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette belle victoire, le Mali est 2e avec 4 points. Derrière, le Burkina Faso également 4 points, mais avec une meilleure différence de but. La Côte d'Ivoire est 3e avec 3 points. Le Togo ferme la marche avec 0 points et éliminé de cette 6e édition. Voilà, il faut ajouter que dans l'autre rencontre du groupe, le Burkina Faso a dominé le Togo 3-0. Mercredi, le Mali jouera contre le Togo alors que le Burkina Faso sera face à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi pour les éditions de demain, 10h-13h. Vous avez rendez-vous avec Kayatou Kone. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. L'information continue sur notre chaîne à travers le site www.ortm.ml. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.